Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Business Intelligence Analytics. Dans la vidéo précédente, j'ai commencé à vous présenter les problèmes de classification. J'ai notamment parlé de la fonction linéaire discriminante et ses potentielles extensions, ainsi que de la régression logistique en partant de la régression linéaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'autres méthodes d'apprentissage supervisé liées aux problèmes de classification. Je vais vous parler de la méthode des K plus proches voisins, qui est abrégée par KNN, de l'onglet K Nearest Neighborhood, ainsi que des arbres de décision. Commençons par la méthode des K voisins les plus proches. Avec une petite question pour vous. Si je vous montre ce fruit et vous demande duquel il s'agit, vous allez tous probablement me répondre qu'il s'agit d'une pomme, n'est-ce pas? Mais comment au fait savez-vous qu'il s'agit d'une pomme? Vous n'avez probablement jamais vu cette image spécifique. En réalité, il est probable que vous ayez déjà rencontré des centaines de pommes par le passé. De ces expériences passées, vous vous êtes déjà fait une image mentale de ce qu'est une pomme et vous êtes capable de classifier cette image, jusque-là encore inconnue, comme étant une pomme. Plus généralement, c'est une des manières dont nous, les êtres humains, apprenons. On nous a appris à un moment donné de notre existence à associer un concept ou une expérience avec un mot, et on est par la suite capable d'associer ce mot à une nouvelle expérience similaire. Eh bien, l'algorithme d'apprentissage supervisé que nous allons voir fonctionne de la même manière. Dans la vidéo précédente, nous nous sommes intéressés à cet exemple où une institution financière doit déterminer si un prêt est sûr ou risqué pour un nouveau client en fonction de son revenu et une appréciation de sa solvabilité, qu'on a noté Credit Score. Voici donc ce nouveau client, et la question est-ce qu'il est risqué ou non de lui faire un prêt? Ici, la ligne noire représente la fonction linéaire discriminante, et basée sur cette droite, puisque le nouveau client est au-dessus, le prêt sera qualifié comme sûr. La décision était donc basée sur une fonction plutôt compliquée qu'il fallait apprendre à partir des données. Ici, nous allons maintenant faire quelque chose de plus simple. Nous allons simplement regarder quels sont les voisins de ce nouveau point. Donc voici la situation. Quels sont les voisins les plus proches? Le voisin le plus proche est ce point bleu. On voit que la droite noire est très courte. Et donc, si on base un algorithme sur cette idée, on pourrait se dire qu'il s'agit d'un prêt sûr, c'est-à-dire son voisin le plus proche est un prêt sûr, donc ce nouveau point est un prêt sûr. Nous avons ici résumé l'algorithme. Cette idée va pouvoir s'étendre à plusieurs voisins. On attribue la découverte de la méthode des cas voisins les plus proches à Evelyn Fix et Joey Hodge. En regardant simplement le voisin le plus proche, on peut construire des surfaces qui déterminent à quelle classe appartiendrait une nouvelle observation. Par exemple, regardons une surface ensemble. Dans toute cette surface, un point serait qualifié comme un prêt sûr, basé donc sur la méthode du voisin le plus proche. Nous avons par exemple ici un nouveau point, et vu qu'il a atterri dans cette surface, il sera qualifié comme un prêt sûr. Nous avons également superposé la fonction linéaire discriminante pour que vous vous rendiez compte de la différence avec la vidéo précédente. Bah oui, effectivement, par exemple, si j'ai un nouveau point qui atterrit ici, par la fonction linéaire discriminante, il serait qualifié comme un prêt risqué. Mais ici, puisqu'il atterrit dans la surface du point bleu, il est qualifié comme un prêt sûr. Ces surfaces de décision s'appellent la tessellation de Dirichlet ou le diagramme de Voronoi. Il est assez intuitif que la méthode du voisin le plus proche va être sensible à des outliers, à des valeurs qui sortent de l'ordinaire, comme illustré ici avec ce point bleu autour duquel une observation sera qualifiée comme un prêt sûr. Un moyen d'y remédier est de considérer plusieurs voisins, disons K voisins. Il s'agit de la méthode des K voisins les plus proches. Donc, avec l'exemple précédent, si nous prenons les 3 voisins les plus proches, cela modifierait par exemple la classification de la nouvelle observation. Vous l'aurez compris,
L'algorithme KNN est vraiment simple. Vous choisissez l'une des observations et cherchez ses cas voisins les plus proches. Ensuite, cette observation sera classifiée en fonction de la majorité de ses cas voisins. Je vous ai dit que c'était simple, mais en fait il y a toutefois plusieurs précisions à apporter. Premièrement, comment mesurer la distance? Je pense qu'assez intuitivement on pense à une distance euclidienne, mais est-ce justifié? Deuxièmement, quelle valeur de k choisir? Nous avons par exemple vu qu'en prenant k qui vaut 1 et k qui vaut 3, nous avions des réponses différentes dans l'exemple précédent. Ensuite, comment pondérer les voisins? Est-ce qu'un voisin lointain a la même influence qu'un voisin proche? Et finalement, comment ces points votent-ils? Ont-ils tous le même pouvoir de décision? Voici des choix typiques pour ces valeurs. Pour la mesure de distance, on prend généralement la distance euclidienne, la norme L2, ou la norme L1, c'est-à-dire la distance de Manhattan. On prend généralement les valeurs k qui vaut 5 ou k qui vaut 9, et on ne fait pas de distinction entre les voisins et leur importance dans le processus de vote. Regardons plus précisément comment déterminer la proximité d'un voisin avec la distance euclidienne. On parle aussi de norme L2. Nous avons ici deux vecteurs de points. La norme L2 est exprimée par la racine carrée de la somme des différences de chaque point élevé au carré. Vous pouvez comprendre cette distance grâce au théorème de Pythagore. Nous avons montré un exemple avec un vecteur de dimension 2, mais bien entendu cela se généralise facilement à n'importe quelle dimension arbitraire. La distance de Manhattan est analogue, mais avec la valeur absolue à la place de la racine carrée des carrés. On parle alors de norme L1. Parlons maintenant de la pondération des différents points. Par défaut, tous les points ont typiquement la même importance. Mais certaines caractéristiques peuvent être plus importantes que d'autres, ou alors avoir une variation différente. Sur ce graphique, nous avons illustré la situation dans laquelle la deuxième catégorie a une plus grande dispersion. Un moyen donc pour réduire l'importance d'une caractéristique, plus dispersée, est de pondérer chaque caractéristique par l'inverse de l'étendue de leur dispersion. Ainsi, plus la caractéristique a une grande dispersion, plus sa pondération est faible. Si on note ces pondérations avec la lettre A, voici comment la norme euclidienne s'en retrouve modifiée. Donc voici une situation où une nouvelle observation doit être classifiée. Ici, nous avons illustré la relation avec ses 6 voisins les plus proches. Si par contre, on tenait compte d'une certaine pondération, peut-être cela pourrait modifier l'illustration avec éventuellement d'autres voisins qui apparaissent à la place. Abordons une autre question ou un autre paramètre du KNN. Comment choisir la valeur de K? Eh bien, une méthode de sélection que vous avez déjà vue lors de vidéos précédentes et qui peut également être employée ici est simplement de tester différentes valeurs de K et d'évaluer les performances sur un échantillon test de ces différents cas avec la méthode de validation croisée. Peut-être que l'une des grandes forces du KNN est qu'il est facilement interprétable et il est certainement lié à la façon, à nous les êtres humains, que nous avons d'apprendre les choses. Parlons maintenant de la deuxième méthode d'apprentissage supervisé de cette vidéo, à savoir les arbres de décision. Avec le KNN, lorsque nous avons une nouvelle observation, nous regardons qui est dans son voisinage. Et avec les régressions logistiques, la méthode apprend une droite qui va déterminer la probabilité d'appartenance à une classe. Les arbres de décision ont en commun avec la régression logistique le fait qu'ils vont apprendre des lignes. La différence peut-être étant que plusieurs lignes sont apprises. On parle d'arbres de décision, car une décision d'appartenance à une classe est faite selon un arbre, comme illustré ici. Donc un arbre de décision a une structure graphique d'arbre. Chaque nœud représente un test sur une caractéristique, et à l'issue de ce test, il y a des branches qui partent. Ici on a illustré avec 2 branches. Chaque branche représente un résultat possible. Lorsque le nœud est le dernier de l'arborescence, on parle de feuille.
Chaque feuille représente une classe. Ici, nous avons prêt ou pas prêt comme classe. Initialement, tous les exemples se trouvent à la racine ou à la base. Puis, l'arborescence est récursivement séparée en fonction de certaines caractéristiques jusqu'à un certain niveau. On parle de profondeur de l'arbre pour parler des niveaux. L'arbre de décision peut ensuite être testé sur la base d'un nouvel échantillon comme nous l'avons déjà vu. Regardons justement un exemple. Commençons ici à la base. Supposons qu'un client gagne moins de 305 000. Ensuite, il possède une évaluation crédit inférieure à 670. Il s'agit d'un client avec lequel un prêt semble risqué selon cet arbre de décision, et la banque devrait donc ne pas lui prêter. Regardons ce deuxième exemple ensemble. Ici, le client possède un salaire de 205 000 et il a un score de crédit de 700. Puisqu'il a un salaire supérieur à 160 000, la banque devrait lui faire un prêt. Voici un autre exemple extrait d'une unité de médecine d'urgence d'un hôpital. Cela vous montre que les arbres de décision sont une réalité en entreprise. Voici un autre arbre de décision pour essayer de déterminer si un passager a survécu au naufrage du Titanic, dont voici le fameux navire. Vous avez maintenant une idée assez intuitive de ce qu'est un arbre de décision, mais vous n'avez probablement pas une idée très claire de comment en construire un. Nous allons donc aborder ces questions pour le restant de cette vidéo. Au commencement, nous avons à disposition toutes nos données, puis une caractéristique est choisie, ainsi qu'un seuil, une valeur, qui permet de séparer l'échantillon en deux sous-échantillons. Bien entendu, ce seuil devrait essayer au mieux de discriminer les différentes classes. On peut continuer ainsi de suite avec d'autres caractéristiques. Comment savoir si s'arrêter ? Si le sous-échantillon ne contient qu'une seule classe, alors on peut simplement s'arrêter, on aura une feuille. Si elle en contient plusieurs, on peut continuer. Oui, mais que faire s'il n'y a que très peu d'une autre classe, c'est-à-dire que l'on a déjà suffisamment bien discriminé ? Aussi, j'ai commencé la construction de l'arbre en disant « Prenons une caractéristique ». Mais laquelle choisir ? Nous allons voir tout ça avec un exemple. Prenons ces 12 personnages qui représentent l'échantillon d'apprentissage. À chaque personnage est associée la classe, si un prêt est accordé ou non. Si nous observons bien, nous nous rendons compte que ces personnages ont des têtes rondes ou carrées, des corps ovales ou rectangulaires et un corps de couleur gris ou blanc. Par contre, ça ne paraît pas très clair quelle association de forme de tête, forme et couleur de corps discrimine entre ces deux classes. Notons qu'il y a dans cet échantillon 7 personnages auxquels un prêt a été accordé contre 5 à qui le prêt a été refusé. Une règle très simpliste, c'est la règle du vote majoritaire. Elle stipule qu'une nouvelle observation sera classifiée selon la classe la plus présente. Donc ici, une nouvelle observation serait classifiée comme sûre selon cette règle. En suivant le vote de la majorité, nous obtenons donc une valeur de 42% avec l'échantillon d'apprentissage. On peut très certainement faire mieux, alors la question est quelle caractéristique va me permettre de baisser cette erreur ? Regardons avec la forme du corps. Il y a 6 personnages avec un corps rectangulaire, dont un qui est classé comme risqué, et 6 personnages avec un corps ovale, dont 2 sûrs et 4 risqués. Selon la règle du vote majoritaire, dans ces sous-groupes, nous obtenons une erreur de classification de 25%, ce qui est déjà mieux. On peut se poser la question, est-ce que l'on aurait un meilleur résultat avec une autre caractéristique ? Regardons, ici avec la forme de la tête. Alors je passe un peu vite sur ces deux slides car l'histoire est la même. Mais vous pourrez vous rendre compte que non,
Les deux autres caractéristiques retournent également une erreur de 42%, et donc il est préférable de commencer par la première caractéristique que nous avons considérée, c'est-à-dire la forme du corps. Mais comme on l'a dit, l'histoire ne s'arrête pas là, on peut continuer cet arbre. Regardons ça. Avec la forme du corps, un des sous-échantillons est relativement bien discriminé puisqu'il n'y a qu'un seul personnage, qui ne colle pas avec le reste du groupe. Par contre, le deuxième est encore assez équilibré. Et regardez maintenant ce qui se passe si l'on choisit la forme de la tête, il y a une discrimination parfaite entre pressure et risqué. On peut donc s'arrêter là pour cette branche. On peut par contre essayer de continuer l'autre branche où l'on s'en était arrêté. On peut de nouveau essayer de discriminer l'échantillon selon les caractéristiques. Et ici encore, avec la couleur du corps, nous arrivons à parfaitement discriminer les deux classes. Nous pouvons donc nous arrêter définitivement, il n'y a plus aucune erreur de classification. Bien entendu, il n'est pas toujours possible de s'arrêter au point où il n'y a plus aucune erreur. Voici donc à quoi ressemble cet arbre de décision avec les différents nœuds et les différentes caractéristiques. Les personnages présentés avaient tous des caractéristiques qui étaient des variables catégorielles. Une question que vous pourriez vous poser est comment faire avec une variable numérique. L'idée reste la même, il est juste plus compliqué de sélectionner la séparation car il y a beaucoup de choix possibles. Supposons que l'on ait fait le choix suivant avec un revenu inférieur à 50 000. L'étape suivante est de considérer l'autre caractéristique et ici, on vous a illustré avec l'âge du client inférieur ou non à 45 ans. Si on le souhaitait, on pourrait continuer cette séparation pendant un bon moment pour finalement obtenir une erreur de classification nulle, ici illustrée avec toutes les lignes de couleur. Généralement, ce n'est par contre pas une très bonne idée, car on aura tendance à tomber dans un problème que vous connaissez déjà, celui du surapprentissage. C'est-à-dire que l'on obtient une excellente performance sur l'échantillon d'entraînement, mais une généralisation assez mauvaise, des erreurs de prédiction sur un autre échantillon qui sont assez mauvaises. Et donc cela suggère que vous avez meilleur temps de tester avec un échantillon externe, ou que vous avez mis de côté les performances de l'arbre de décision pour vous arrêter à temps. Lorsque vous programmez les arbres de décision avec le langage de programmation Python, deux paramètres vous seront demandés, le nombre maximal de divisions et le nombre minimal d'observations dans un nœud. Vous verrez bien évidemment ces détails durant les travaux pratiques. Quels sont les avantages et inconvénients de ces arbres de décision? Du côté des avantages, vous avez une méthode qui est relativement facile à interpréter et visualiser. Les caractéristiques ne nécessitent aucune étape de normalisation et la méthode fonctionne bien avec tout type de données. Du côté des désavantages, la méthode a tendance à faire du surapprentissage et un arbre seul n'est pas nécessairement très utile. Depuis longtemps, on a compris que l'on pouvait recommencer le même processus en construisant plusieurs arbres. On parle alors de random forest ou d'une forêt d'arbres décisionnelle. L'idée générale étant que chaque arbre fournit un vote pour une classification. Terminons cette vidéo sur une partie de la terminologie employée. Je vous ai parlé de deux nouvelles méthodes d'apprentissage supervisé pour les problèmes de classification, la méthode des cas voisins les plus proches et les arbres de décision. Pour le KNN, j'ai mentionné les distances euclidiennes et de Manhattan pour calculer la distance qui sépare un point de ses voisins. Pour l'arbre de décision, j'ai parlé de sa profondeur et des problèmes de surapprentissage. Finalement, j'ai également évoqué l'interprétabilité de ces méthodes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le revoir ou cliquer sur les autres vidéos de cette série de vidéos pour les cours de Business Intelligence Analytics donnés à HEC Lausanne. Maintenant, c'est votre business de faire parler votre intelligence et démontrer vos capacités analytiques.